Je m'appelle Cassandra, j'ai 32 ans. Et le mois dernier, ma propre mère m'a cassé une bouteille de champagne sur la tête lors de la fête de promotion de mon jeune frère Brandon. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de lui donner mon condo de 680 000 $ que j'avais mis 10 ans à me payer. Je pensais que cette soirée était dédiée à la célébration de la réussite familiale. Au lieu de cela, je me suis réveillé à l'hôpital avec 23 points de suture et la dure prise de conscience que les liens du sang peuvent être les liens les plus dangereux de tous. Avant de vous raconter comment mes propres parents m'ont trahi de la pire façon imaginable, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur ce bouton j'aime. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin pour voir comment j'ai transformé ce cauchemar en la plus grande victoire de ma vie. En grandissant dans notre maison de banlieue à Chicago, j'ai toujours été une pensée secondaire. Mes parents, Michael et Eleanor Carter, n'ont jamais essayé de cacher leur préférence pour mon jeune frère, Brandon. À partir du moment où il est né, quand j'avais 5 ans, je suis devenu invisible dans ma propre maison. Alors que la plupart des parents essaient de dissimuler le favoritisme, les miens l'affichaient comme un insigne d'honneur. Je me souviens encore de mon récital de piano en 4e. J'avais pratiqué la sonate au clair de lune de Beethoven pendant des mois, veillant tard chaque nuit jusqu'à ce que mes doigts aient des crampes. Le soir de la représentation, j'ai scruté le public à plusieurs reprises, espérant voir les visages de mes parents. Ils ne sont jamais venus. Leur excuse? Brandon avait un entraînement de baseball de la Ligue mineure. Même pas un match, juste un entraînement. Ma professeure m'a ramené chez moi après, et j'ai pleuré silencieusement sur la banquette arrière. Ton jeu était magnifique, Cassandra, dit-elle, essayant de me réconforter. Tu devrais être fier. Mais comment puis-je être fier quand les deux personnes qui étaient censées le plus se soucier de moi n'ont pas daigné se montrer? Ce n'était pas un incident isolé. Chaque étape importante de ma vie s'est déroulée de la même manière. Pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu un ordinateur portable d'occasion, tandis que Brandon a eu une voiture neuve pour le sien. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en tant que major de promotion, mes parents ont organisé un petit dîner à la maison. Quand Brandon a obtenu son diplôme avec une moyenne de ses 4 ans plus tard, ils ont loué un restaurant entier. Le schéma était indéniable. Brandon était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais la déception perpétuelle, malgré mes réalisations. Tu es trop sérieuse, disait ma mère. Les garçons n'aiment pas les filles qui font autant d'efforts. Brandon a un talent naturel, expliquait mon père en comparant nos performances scolaires. Tu dois juste travailler plus dur pour suivre. Peu importe ce que j'accomplissais, ce n'était jamais suffisant. J'ai réalisé très tôt que je n'obtiendrais jamais leur approbation. Alors, à 18 ans, j'ai choisi l'indépendance. Contrairement à Brandon, qui vivait chez lui pendant ses études et dont les frais de scolarité étaient entièrement payés, j'ai déménagé et j'ai occupé 2 emplois pour financer mes études. J'ai contracté des prêts étudiants et j'ai postulé à toutes les bourses disponibles. Les week-ends, j'étais serveuse dans un restaurant et je donnais des cours de maths à des lycéens. L'université a été une lutte, mais elle a aussi été libératrice. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui valorisaient le travail acharné et l'intelligence. Mes professeurs ont loué mon dévouement, et je me suis fait des amis qui m'appréciaient pour qui j'étais. Je me suis spécialisé en finance, découvrant que j'avais un talent naturel pour comprendre les marchés et les stratégies d'investissement. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste de débutante dans une petite société d'investissement. Le salaire était modeste, mais c'était un premier pas. Je vivais dans un minuscule studio avec des meubles d'occasion et je mangeais des ramen la plupart des soirs, mais je construisais quelque chose qui était entièrement à moi. Au cours de la décennie suivante, j'ai gravi les échelons de l'entreprise grâce à une pure détermination. J'ai travaillé 60 heures par semaine, j'ai obtenu mon MBA le soir et j'ai accepté des projets dont personne d'autre ne voulait. À 30 ans, j'étais devenue directrice financière chez Innotech Solutions, une entreprise technologique de taille moyenne avec une influence croissante. Mon salaire avait quadruplé et j'avais constitué un portefeuille d'investissement substantiel grâce à une planification minutieuse. L'année dernière, après avoir économisé et investi pendant des années, j'ai finalement eu assez pour un acompte sur la maison de mes rêves, un condo de luxe au centre-ville de Chicago avec des baies vitrées donnant sur le lac Michigan. Le prix était élevé, 680 000 $, mais je pouvais me le permettre. Le jour où j'ai signé ces papiers a peut-être été le moment le plus fier de ma vie. Personne ne me l'avait donné. J'avais gagné chaque centimètre carré grâce à ma propre sueur et à mes propres sacrifices. Tout au long de ces années, ma relation avec ma famille est restée tendue mais civile.
Je leur rendais visite lors des grandes fêtes, j'envoyais des cadeaux d'anniversaire et de Noël et je passais des coups de fil obligatoires. Brandon, quant à lui, avait enchaîné les emplois, ne restant jamais nulle part plus d'1 an. Mes parents subventionnaient son style de vie, payant son loyer quand il était à court et lui achetant de nouvelles voitures quand il détruisait les anciennes. Malgré tout, une partie enfantine de moi aspirait encore à leur approbation. Chaque promotion, chaque augmentation, chaque réussite, je les partageais avec eux, espérant que cette fois serait différente. C'est bien, ma chérie, disait ma mère avant de changer rapidement de sujet pour parler de la dernière entreprise de Brandon. La bulle technologique finira par éclater, prévenait mon père, sapant mon succès. J'ai essayé de faire la paix avec cette dynamique. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance, que j'ai construit une belle vie sans leur soutien. J'avais des amis qui me valorisaient, des collègues qui me respectaient et une sécurité financière que j'avais créée entièrement par moi-même. Pourtant, lorsque Brandon m'a appelé pour m'inviter à sa fête de promotion, j'ai ressenti ce frisson d'espoir familier. Peut-être que cette fois, en voyant leurs 2 enfants réussir, mes parents reconnaîtraient enfin ma valeur. Avec le recul, j'aurais dû le savoir. Les signes ont toujours été là, mais parfois nous choisissons de ne pas voir la vérité sur les personnes qui sont censées nous aimer le plus. La soirée de la fête de Brandon est arrivée un samedi d'octobre frais. La maison de style Tudor de mes parents dans la banlieue riche de North Shore avait l'air impressionnante comme toujours, avec des haies taillées et un éclairage paysager stratégique mettant en valeur son imposante façade. Des voitures bordaient l'allée circulaire, des Audi, des BMW et des Mercedes, signalant la foule de la classe moyenne supérieure à l'intérieur. J'ai garé ma Lexus au bout de la ligne et j'ai vérifié mon apparence une dernière fois dans le rétroviseur. J'avais choisi une robe de cocktail cramoisi qui mettait en valeur mes cheveux foncés et ma peau claire, associée à des escarpins noirs et au collier de perles que je m'étais acheté après ma dernière promotion. Sur le siège passager se trouvait une boîte emballée contenant un ensemble de stylos Montblanc pour Brandon, cher et de bon goût, choisi pour montrer à la fois mon succès et ma bonne volonté. Prenant une profonde inspiration, je me suis approché de la porte d'entrée. Avant que je puisse sonner, ma mère a ouvert la porte, une flûte de champagne à la main. Eleanor Carter avait toujours été une femme attirante, conservant sa silhouette mince et ses mèches blondes bien au-delà de ses 60 ans. Ce soir, elle portait une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Cassandra, tu es venue, dit-elle, son ton suggérant la surprise plutôt que le plaisir. Elle fit la bise à ma joue, prenant soin de ne pas établir de contact réel. Tout le monde est déjà là. Pas de câlin, pas de sourire sincère, pas de « tu es magnifique » ou de « merci d'être venu ». Juste l'implication que j'étais en retard, bien que je sois arrivé précisément à l'heure indiquée sur l'invitation. « Bonjour, mère » répondis-je, conservant mon calme. « La maison est ravissante. » Elle reconnut à peine le compliment avant de se détourner. « Entre. Entre. Ne reste pas là. » Je la suivis à travers le hall d'entrée dans la grande salle, qui était remplie d'environ 50 invités qui se mêlaient et buvaient. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur le rassemblement, et des serveurs en uniforme noir et blanc circulaient avec des plateaux de hors-d'œuvre et de champagne. Cassie. Ma tante Patricia m'a repéré en premier, se précipitant avec une chaleur sincère. Contrairement à ma mère, elle m'a embrassé correctement. Regarde-toi, toujours aussi magnifique. Je suis votre entreprise dans la tribune des affaires. Cette fusion que vous avez orchestrée était brillante. Merci, tante Pat, dis-je, ressentant une vague de gratitude pour sa reconnaissance. C'était une affaire difficile, mais ça valait la peine. J'ai toujours su que tu ferais de grandes choses, dit-elle, me serrant le bras affectueusement. Ton grand-père aurait été si fier. Mon défunt grand-père était le seul membre de la famille qui avait vraiment cru en moi. Il était décédé au cours de ma 2e année d'université, me laissant un petit héritage qui m'avait aidé à couvrir mes manuels scolaires et une partie de mes frais de scolarité. Alors que ma tante Patricia et moi discutions, j'ai repéré Brandon à l'autre bout de la pièce, faisant la cour avec un groupe d'admirateurs. À 27 ans, mon frère avait hérité de la grande taille athlétique de notre père et du teint clair de notre mère. Ce soir, il portait un costume gris sur mesure que je soupçonnais que nos parents avaient acheté pour l'occasion. À côté de lui se tenait sa petite amie, Jennifer, une blonde longiligne avec un sourire désireux de plaire. Ils sortaient ensemble depuis environ 1 an, et d'après nos interactions limitées, j'avais compris qu'elle venait d'une famille riche et qu'elle travaillait dans le marketing dans la même entreprise que Brandon. Je me suis excusé auprès de ma tante Patricia et je me suis approché d'eux, un cadeau à la main.
Brandon, félicitations pour ta promotion, dis-je, offrant le paquet et un sourire. Il se tourna, semblant momentanément pris au dépourvu par mon apparition. Oh, Cassie, tu es venue. La même surprise dans son ton que celle que notre mère avait exprimée. Merci d'être venue. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondis-je. Directeur régional adjoint est une grande réalisation. Un éclair de quelque chose, de l'agacement, de l'embarras, traversa son visage. Nous savions tous les deux que son nouveau titre, bien qu'il ait l'air impressionnant, était plusieurs échelons en dessous de mon poste de cadre supérieur. Ouais, eh bien, j'ai mis les heures, dit-il, prenant le cadeau sans l'ouvrir. Jennifer, tu te souviens de ma sœur? Jennifer me fit un sourire crispé. Bien sûr. Ravi de te revoir, Cassandra. Cette robe est si audacieuse. Je la remerciai pour le compliment indirect et lui posai des questions sur son travail, entamant la petite conversation polie attendue lors de tels rassemblements. Pendant que nous bavardions, j'ai remarqué que Brandon jetait un coup d'œil à plusieurs reprises vers notre père, qui se tenait avec un groupe d'hommes dans le coin, tous avec la même posture confiante et les mêmes montres chères qui signalaient leur statut social commun. Après quelques minutes de conversation tendue, Brandon s'excusa. Je dois circuler. Le PDG est quelque part ici. Alors qu'il s'éloignait, j'ai pris une coupe de champagne à un serveur qui passait et j'ai fait le tour de la pièce, saluant les parents et les amis de la famille. La plupart des interactions suivaient le même schéma, politesse initiale, suivi d'un intérêt sincère lorsqu'ils apprenaient mon poste chez Innotech, puis d'une subtile maladresse lorsqu'ils réalisaient que j'étais mieux placé que leur fils ou leur mari professionnellement. Finalement, je me suis approché de mon père. Michael Carter était un avocat d'affaires prospère depuis 30 ans, ses cheveux autrefois noirs étant désormais argentés aux tempes. Il se tenait légèrement à l'écart de ses amis, scrutant la pièce avec l'œil critique de quelqu'un d'habitué à évaluer les autres. « Bonjour, père, dis-je. » Il se tourna, hochant la tête brièvement. « Cassandra, heureux que tu aies pu trouver du temps dans ton emploi du temps chargé. » Le commentaire passif-agressif me piqua, mais je gardai mon sourire. Je ne manquerai pas la célébration de Brandon. Il a travaillé très dur, dit mon père. Cette promotion n'est que le début pour lui. J'en suis sûr, répondis-je. Brandon a toujours eu un grand potentiel. Mon père semblait sur le point de dire quelque chose d'autre lorsque ma mère apparut à ses côtés, touchant son bras d'une manière qui communiquait un message privé. Ils échangèrent un regard que je ne pus pas tout à fait interpréter. « Michael, pourrais-tu m'aider à faire quelque chose dans la cuisine ?» demanda-t-elle, bien que son ton ait clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une demande. Alors qu'il s'éloignait, j'entendis ma mère murmurer « Tout est prêt pour plus tard ?» Nous devons régler la situation ce soir. Un frisson me parcourut l'échine. Quelle situation, et pourquoi ce soir? J'essayai de balayer le commentaire, me disant qu'il n'avait probablement rien à voir avec moi. Peut-être prévoyait-il une annonce surprise pour Brandon ou faisait-il face à une crise de traiteur. Mais alors que je me déplaçais dans la fête, j'ai commencé à remarquer d'autres comportements étranges. Brandon et Jennifer se sont regroupés avec mes parents dans le couloir, tous les quatre se taisant quand je suis passé. Des parents m'ont lancé des regards curieux, certains compatissants, d'autres évaluateurs. Ma cousine Lisa m'a demandé si j'appréciais toujours mon nouveau condo, insistant sur le mot « toujours » d'une manière étrange. Le sentiment de malaise s'est renforcé lorsque j'ai entendu Brandon parler à un de ses amis près du bar. « Ouais, tout devrait être résolu ce soir, dit-il. L'endroit est parfait, unité de coin, étage élevé, vues incroyables. Jen a déjà des idées de décoration. » Je me suis figé, une coupe de champagne à mi-chemin de mes lèvres. Parlait-il de mon condo? Non, c'était impossible. Ce devait être une coïncidence. Juste à ce moment-là, mon oncle Thomas s'approcha. Contrairement à mes parents, mon oncle Thomas, le jeune frère de mon père, avait toujours été gentil avec moi. Professeur d'éthique à l'université Northwestern, il avait une manière réfléchie et des yeux doux derrière des lunettes à monture métallique. « Cassandra, dit-il doucement, pourrions-nous sortir un instant ?» Nous nous sommes déplacés dans le calme relatif du patio arrière, où des guirlandes de lumière blanche illuminaient le jardin. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je. L'oncle Thomas avait l'air troublé. « Je ne suis pas sûr. J'ai entendu certaines choses ce soir qui m'inquiètent. Tes parents et Brandon, ils semblent avoir une sorte de plan qui t'implique. » Quel genre de plan? Il hésita. Je ne sais pas exactement, mais quoi que ce soit,
je veux que tu fasses attention. Parfois, tes parents. Eh bien, ils ne tiennent pas toujours compte de la façon dont leurs actions affectent les autres. » Avant qu'il ne puisse élaborer, la voix de ma mère appela depuis les portes-fenêtres. « Cassandra, te voilà. Brandon aimerait te parler dans le bureau de ton père. » L'oncle Thomas me serra doucement le bras. « Rappelle-toi ce que j'ai dit. » Avec un sentiment de plus en plus grand de pressentiment, je suivis ma mère à l'intérieur, à travers la foule d'invités, et vers le bureau, où mes peurs d'enfance et mes déceptions d'adulte étaient sur le point de se heurter d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le bureau de mon père avait toujours été une zone interdite pendant mon enfance, un sanctuaire masculin de cuir, d'acajou et de lourds ouvrages juridiques. Alors que ma mère me conduisait vers lui, les souvenirs affluèrent, me tenir devant cette même porte, attendant nerveusement de montrer mon bulletin scolaire, être convoqué après avoir cassé un vase à l'âge de 10 ans, la fois où j'avais demandé de l'aide pour les demandes d'admission à l'université et on m'avait dit de me débrouiller seul, alors que Brandon recevait des heures d'aide. Quand je suis entré, la scène semblait mise en scène. Brandon se tenait près de la cheminée, essayant d'avoir l'air désinvolte mais échouant. Mon père était assis derrière son imposant bureau, les doigts en flèche, tandis que ma mère fermait la porte derrière nous avec un doux clic qui semblait en quelque sorte inquiétant. « Assieds-toi, Cassandra, » dit mon père, désignant l'un des fauteuils en cuir faisant face à son bureau. Je restai debout. Je préférerais savoir de quoi il s'agit d'abord. Ma mère poussa un soupir exaspéré. Toujours aussi difficile. S'il te plaît, assieds-toi. Pour éviter de créer une scène, je me suis perché sur le bord de la chaise, le dos droit, mon sac à main sur mes genoux comme un bouclier. La pièce semblait chargée d'une énergie que je ne pouvais pas tout à fait nommer, l'anticipation, peut-être, ou la conspiration. Tout d'abord, nous voulons dire à quel point nous sommes fiers de ton succès, commença mon père, sa voix d'avocat d'affaires à plein effet. Tu as certainement dépassé les attentes avec ta carrière. Le compliment indirect fit se crisper ma mâchoire. Dépasser les attentes de qui? Certainement pas les miennes. Merci, dis-je simplement. Ma mère reprit là où il s'était arrêté. Ta position, ta stabilité financière, tout cela est très impressionnant pour une femme de ton âge. Encore une fois, le qualificatif pour une femme, comme si mes réalisations nécessitaient un astérisque. Brandon a des nouvelles passionnantes, continua mon père, hochant la tête vers mon frère. Brandon s'éclaircit la gorge, faisant un pas en avant. Jen et moi allons nous fiancer. Félicitations, dis-je, sincèrement heureuse pour lui malgré notre relation compliquée. C'est une merveilleuse nouvelle. Nous prévoyons un mariage au printemps, continua-t-il. Et après, nous voulons acheter notre première maison ensemble. Ça a l'air parfait, répondis-je, toujours confuse quant à la raison pour laquelle cela nécessitait une réunion privée. Je suis sûr que maman et papa vous aideront à trouver quelque chose de bien. Un regard chargé passa entre mes parents. Ma mère tripotait son bracelet de diamant, une habitude nerveuse que je reconnaissais depuis l'enfance. En fait, dit mon père, se penchant en avant, nous avons discuté de la solution parfaite pour l'avenir de Brandon et Jennifer et pour la famille dans son ensemble. Quelque chose dans son ton fit picoter ma peau. Quelle solution? Ton condo, déclara Brandon d'un ton catégorique. L'emplacement est parfait pour nous, à proximité de nos deux bureaux, de la bonne taille et dans un immeuble prestigieux. Ce serait la maison idéale pour commencer. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Mon condo? Qu'en est-il de mon condo? Ma mère s'approcha, sa voix prenant le ton de persuasion qu'elle avait toujours utilisé pour essayer de me faire donner mes jouets à Brandon quand nous étions enfants. Chérie, tu réussis si bien financièrement. Tu pourrais facilement acheter une autre propriété. Brandon et Jennifer ne font que commencer, et ce condo leur donnerait une base solide. L'absurdité de ce qu'il suggérait commença à s'installer. Me demandez-vous de donner à Brandon ma maison, la propriété pour laquelle j'ai économisé pendant des années pour l'acheter? Pas donné, corrigea mon père, comme si la sémantique importait. Transférer. Nous nous occuperions de tous les papiers. Tu n'aurais pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Et en retour, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Mon père écarta les mains. La satisfaction d'aider ton frère. La famille soutient la famille, Cassandra. Je ris. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Un son court et incrédule qui fit grimacer ma mère. Laissez-moi bien comprendre, dis-je, luttant pour garder ma voix égale.
vous voulez que je cède mon condo de 680 000 $ que j'ai acheté avec mon propre argent, grâce à mon propre salaire, après une décennie de travail acharné, à Brandon et Jennifer comme cadeau de mariage. Quand tu le dis comme ça a l'air si transactionnel, se plaignit ma mère. C'est transactionnel, répondis-je. Vous me demandez littéralement de transférer une propriété d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars. Le visage de Brandon se durcit. Tu sais, je ne peux pas me permettre un endroit comme ça avec mon salaire. Pas encore, de toute façon. Moi non plus à ton âge, soulignai-je. C'est pourquoi j'ai travaillé dur, j'ai économisé, j'ai investi judicieusement et j'ai attendu de pouvoir me le permettre. C'est différent, insista-t-il. Le marché était meilleur quand tu as commencé. Un mensonge pur et simple. J'étais entré sur le marché du travail pendant la récession, alors que les emplois étaient rares et les salaires de départ déprimés. Brandon, dis-je, essayant de faire appel à tout sens de l'équité qui pourrait exister sous son droit acquis. Ce condo représente 10 ans de semaines de 60 heures, de vie dans un studio, de conduite d'une voiture d'occasion et de renoncement aux vacances. Je l'ai gagné. Et c'est comme ça que tu rembourses tout ce que nous avons fait pour toi, intervint mon père, la voix s'élevant. Après tous les sacrifices que nous avons faits pour ton éducation. L'hypocrisie était à couper le souffle. Quel sacrifice, exactement? J'ai payé mes propres frais de scolarité. J'ai acheté mes propres livres. J'ai occupé 2 emplois tout en suivant un cursus complet. Pendant ce temps, vous avez payé toute l'éducation de Brandon, son appartement, sa voiture. Nous t'avons donné un toit sur la tête pendant 18 ans, rétorqua ma mère. Ça s'appelle être parent, répondis-je. C'est l'exigence légale minimale. La tension dans la pièce s'épaissit. Le visage de mon père avait pris la rougeur qu'il avait quand il était en colère. Les lèvres de ma mère avaient disparu dans une ligne tendue. Brandon ressemblait à un enfant à qui on avait dit qu'il ne pouvait pas avoir un jouet qu'il voulait. J'ai toujours su que tu étais égoïste, cracha Brandon. Toujours à penser à toi, à ta carrière, à ton argent, jamais à la famille. Ces mots frappèrent comme une gifle. J'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner des miettes d'attention alors qu'il recevait un amour inconditionnel. J'avais assisté à chacune de ses remises de diplôme, envoyé des cadeaux pour chaque étape importante, assisté à chaque événement familial sachant que je serais une pensée secondaire. Et il osait me qualifier d'égoïste. Je ne te donne pas ma maison, dis-je, me levant. Pas maintenant, pas jamais. Je te suggère d'ajuster tes attentes et de chercher des propriétés dans ton budget réel, comme tout autre adulte dans le monde. Mon père se leva aussi, sa taille étant censée intimider. Si tu franchis cette porte sans accepter d'aider ton frère, tu n'es plus ma fille. La menace planait dans l'air. Pendant une fraction de seconde, je me suis senti redevenir cette petite fille, désespérée d'obtenir une approbation. Puis je me suis souvenu de qui j'étais maintenant, une femme indépendante et prospère qui n'avait pas besoin de mendier pour de l'amour ou du respect. C'est ton choix, dis-je doucement. Mais ma maison n'est pas à négocier. Petite ingrate commença ma mère, mais je l'interrompis. Cette conversation est terminée. Je vais retourner à la fête, prendre une autre coupe de champagne et faire comme si cette bizarre embuscade n'avait jamais eu lieu. Je vous suggère à tous d'en faire autant si vous ne voulez pas créer une scène devant vos invités. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, le cœur battant, mais ma détermination ferme. Derrière moi, j'entendais la respiration colérique de Brandon, les reniflements indignés de ma mère, la chaise de mon père qui reculait en grinçant. Alors que ma main touchait la poignée de porte, Brandon cria « Ce n'est pas fini, Cassie ». En regardant leurs 3 visages en colère, j'ai ressenti un étrange calme. Si, c'est fini. Je n'avais aucune idée alors à quel point ces mots s'avéreraient à la fois prophétiques et faux. La fête avait atteint cet équilibre parfait de bruit et d'énergie lorsque je suis rentré dans la grande salle. Les verres tintaient, les rires pétillaient et le quatuor à cordes que mes parents avaient engagé jouait quelque chose de classique et sophistiqué dans un coin. Pendant un moment, j'ai envisagé de simplement partir, de m'éclipser pendant que tout le monde était distrait par ses conversations et son champagne, mais ce serait concéder la défaite. Et s'il y avait une chose que j'avais apprise dans le monde de l'entreprise, c'était de ne jamais montrer de faiblesse. J'ai pris une nouvelle coupe de champagne à un serveur qui passait et me suis positionné près de ma tante Patricia et de mon oncle Thomas, espérant que leur présence dissuaderait toute confrontation immédiate. L'oncle Thomas m'a lancé un regard interrogateur, et j'ai légèrement secoué la tête, signalant que nous parlerions plus tard. En quelques minutes, Brandon, Jennifer et mes parents sont sortis du bureau.
Ma mère s'est immédiatement dirigée vers la cuisine, sa posture rigide de colère. Mon père s'est dirigé directement vers ses amis du country club, forçant un rire jovial qui n'atteignait pas ses yeux. Brandon et Jennifer se sont regroupés avec 2 de ses frères de fraternité, tous me jetant des regards. Problème, murmura l'oncle Thomas. On peut dire ça, répondis-je, prenant une gorgée de champagne pour me calmer. Ils veulent que je donne mon condo à Brandon comme cadeau de mariage. Tante Patricia s'est presque étouffée avec sa boisson. Ton condo du centre-ville? Celui que tu viens d'acheter? J'ai hoché la tête. Apparemment, Brandon et Jennifer ont décidé que ce serait la maison idéale pour commencer leur vie, et mes parents sont d'accord. C'est insensé, dit l'oncle Thomas, son calme académique momentanément abandonné. Cette propriété coûte quoi? Plus de 600 000 $? 680 000 $, ai-je confirmé, à quelques milliers de dollars près pour les frais de clôture. Tante Patricia secoua la tête, incrédule. Et ils s'attendaient juste à ce que tu le leur cèdes, comme ça? Plus ou moins, ils l'ont présenté comme mon devoir envers la famille. Quand j'ai refusé, mon père a menacé de me déshériter. L'expression de l'oncle Thomas s'assombrit. Michael a toujours eu un angle mort quand il s'agissait de Brandon, mais c'est au-delà des bornes. Avant que nous puissions en discuter davantage, un coup sec sur un microphone a coupé la conversation de la fête. Mon père se tenait à l'avant de la pièce, un verre à la main. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît, appela-t-il. Il est temps de porter un toast à notre homme de l'heure. Les invités se sont rassemblés docilement. Je suis resté à la périphérie, regardant Brandon prendre le devant de la scène, son bras autour de Jennifer, tous 2 rayonnant avec des sourires étudiés. Mon père s'est lancé dans un discours sur les réalisations de Brandon, enjolivant sans vergogne. Selon lui, mon frère avait restructuré son département à lui seul, avait fait économiser des millions à l'entreprise et était en pleine ascension fulgurante vers le sommet. Connaissant le poste et les responsabilités réelles de Brandon, j'ai dû réprimer un haussement de sourcils devant l'hyperbole. Après que mon père eut conclu ses éloges effusifs, Brandon s'avança vers le microphone. Il remercia nos parents, ses collègues et Jennifer pour leur soutien. C'était tout le tralala habituel de célébration jusqu'à ce qu'il fasse une pause, son expression se déplaçant vers quelque chose de plus dur. Il y a encore une chose dont je voulais parler ce soir, dit-il, ses yeux trouvant les miens dans la foule. Le soutien familial. Un silence se fit dans la pièce. J'ai senti des dizaines de regards se tourner dans ma direction. La plupart d'entre vous savent que ma sœur Cassandra a bien réussi, continua Brandon. Elle a un titre fantaisiste, un gros salaire et a récemment acheté un condo cher au centre-ville. Des murmures confus se sont répandus parmi les invités. Ce n'était pas le contenu habituel d'un discours de promotion. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsque son seul frère a demandé son aide, lorsque notre famille a demandé un acte de générosité, elle a carrément refusé. Des halètements et des chuchotements maintenant. Mes joues brûlaient, mais j'ai gardé mon expression neutre, des années de négociations en salle de réunion me venant en aide. Brandon, avertit mon père, semblant réaliser que cette diffusion publique pourrait ne pas bien se dérouler. Mais Brandon était allé trop loin, alimenté par son sentiment d'avoir droit à tout et son champagne. Tout ce que nous avons demandé, c'était qu'elle m'aide, Jen, à commencer notre vie ensemble, à partager une fraction de son succès avec sa famille, et elle n'a même pas pu faire ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je clairement, ma voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. Non, lança Brandon. Alors dis à tout le monde ce qui s'est passé, Cassie. Dis-leur comment tu as refusé d'aider ton petit frère. J'ai refusé de te donner ma maison, ai-je précisé. Il y a une différence. Ma mère choisit ce moment pour intervenir, glissant aux côtés de Brandon comme un spectre bleu marine. Ce que Cassandra ne comprend pas, c'est que la famille soutient la famille. Nous avons toujours été là pour elle. Et maintenant, quand Brandon a besoin de son aide, elle nous tourne le dos. L'audace de sa révision de l'histoire me laissa momentanément sans voix. Quand avait-il été là pour moi? Ellie, Michael, ce n'est pas vraiment l'endroit, essaya tante Patricia. Toujours le pacificateur. Non, ça doit être dit, insista ma mère. Notre fille est devenue égoïste et froide. Le succès l'a changé. Un succès que j'ai obtenu entièrement par moi-même, ai-je répliqué, retrouvant ma voix, sans aucune aide de votre part. La fête avait dégénéré en un spectacle malaisant. Les invités se sont agités maladroitement,
certains captivés par le drame, d'autres souhaitant clairement pouvoir s'échapper. Vous voyez, dit ma mère à la pièce en général, ingrate. Après tout ce que nous avons fait. L'oncle Thomas s'avança. Éléanore, qu'as-tu fait exactement pour Cassandra qui justifie qu'elle donne à Brandon une propriété d'une valeur de près de 700 000 $? Ne te mêle pas de ça, Thomas, avertit mon père. Non, je veux l'entendre aussi, dis-je. Qu'avez-vous fait, mère? Avez-vous payé mes études? Aidé pour mon premier appartement? Co-signé mes prêts? Quelque chose? Jennifer, voyant sa future belle-mère patauger, intervint avec une loyauté mal avisée. Il ne s'agit pas de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Il s'agit de ce que tu pourrais faire maintenant, Cassandra. Si tu te souciais vraiment de Brandon, tu voudrais qu'il ait les mêmes avantages que toi. Les avantages pour lesquels j'ai travaillé, l'a corrigé je, et il aurait pu les avoir aussi, s'il avait jamais été soumis aux mêmes normes que moi. La fête s'était maintenant complètement divisée. La plupart des amis de mes parents se sont regroupés autour d'eux, faisant des bruits de sympathie. Mes quelques alliés, l'oncle Thomas, la tante Patricia, ma cousine Lisa et quelques amis de la famille, se tenaient près de moi. Les amis de Brandon ont formé un cercle protecteur autour de lui et de Jennifer. Mon cousin Germain Albert, toujours un fauteur de troubles, cria « Pourquoi ne pas vendre le condo et partager l'argent ?» Ça semble juste. Pourquoi devrait-elle vendre sa maison du tout, rétorqua l'oncle Thomas. Est-ce que l'un d'entre vous abandonnerait sa maison si quelqu'un dans votre famille décidait simplement qu'il la voulait? Quelques regards mal à l'aise furent échangés. C'est différent, insista ma mère. Cassandra a toujours été difficile. Même enfant, elle n'a jamais voulu partager avec Brandon. L'absurdité de cette affirmation, alors que Brandon avait tout reçu pendant que j'avais les restes, brisa finalement mon sang-froid. Partager, répétai-je, incrédule. Comme quand vous lui avez donné mon fonds universitaire, ou quand vous avez manqué mes remises de diplôme pour ces matchs de baseball? Ou peut-être voulez-vous dire quand vous avez oublié mon anniversaire 3 années de suite mais que vous lui avez organisé une fête surprise chaque année? Maintenant, tu es juste dramatique, balaya mon père. Vraiment, contestai-je. Demandez à tous ceux qui nous connaissaient en grandissant. Demandez à tante Patricia si j'invente ça. Ma tante hocha la tête sombrement. Elle n'invente pas. J'ai vu comment vous avez traité ces enfants différemment toute leur vie, Michael. Nous l'avons tous fait. Le visage de mon père rougit. Tu n'as pas le droit de juger la façon dont nous avons élevé nos enfants. Et tu n'as pas le droit d'exiger que je donne ma maison à Brandon, ripostai-je. La situation était en train de devenir incontrôlable. Les invités prenaient parti, les voix s'élevaient. Ce qui avait commencé comme une célébration s'était transformé en un tribunal familial avec des décennies de rancœur remontant à la surface. Assez, cria Brandon, son visage déformé avec la même expression qu'il avait enfant quand on lui refusait un jouet. C'est ma soirée, et tu la gâches, Cassie. Tout comme tu essaies toujours de me faire de l'ombre. Je suis venu ici pour te soutenir, dis-je, ma voix serrée d'émotion contrôlée. Je t'ai apporté un cadeau. Je t'ai félicité. Je n'ai pas dit un mot de ma propre carrière ou de mon succès jusqu'à ce que tu me mettes en procès devant tout le monde. Quelques invités hochèrent la tête en signe d'accord, ce qui enflamma encore plus Brandon. Tu vois, dit-il à nos parents. Elle se fait toujours passer pour la victime. Jennifer, sentant apparemment le vent tourner, tira sur la manche de Brandon. Peut-être devrions-nous simplement laisser tomber pour l'instant, chérie. Mais Brandon était allé trop loin, trop investi dans son récit d'avoir été lésé. Non, je ne vais pas laisser tomber. Elle doit comprendre ce que signifie la famille. Je comprends exactement ce que signifie la famille pour toi, répondis-je. Cela signifie prendre et prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Cela signifie attendre des autres qu'ils se sacrifient alors que tu ne sacrifies rien. La fête était devenue irrécupérable. Les gens commençaient à prendre leur manteau, marmonnant des excuses. Certains me lancèrent des regards de sympathie. D'autres me fusillèrent du regard comme si j'avais délibérément détruit la soirée. Je pense que je devrais y aller, dis-je à personne en particulier. Alors que je me tournais vers la porte, j'entendis la voix de ma mère, cassante et froide. Si tu pars maintenant, ne te donne pas la peine de revenir. Je fis une pause, le poids de son ultimatum planant dans l'air. Une partie de moi voulait se retourner, essayer une dernière fois de leur faire comprendre, de trouver une solution qui ne couperait pas les fils déjà effilochés de notre relation.
Mais une autre partie, la plus forte, celle qui m'avait permis de surmonter des années de déception et d'autonomie, savait qu'il n'y avait aucune raison de discuter avec eux. Leur vision du monde, avec Brandon au centre et moi à la périphérie, était trop profondément ancrée pour être changée par quoi que ce soit que je puisse dire. Au revoir alors, dis-je doucement et continuai vers la porte. J'étais presque arrivé quand j'entendis la voix de Brandon derrière moi, plus forte maintenant, pâteuse de colère et de champagne. Tu n'es plus ma sœur, Cassie. Tu es morte pour cette famille. Je continuai à marcher, ma main atteignant la poignée de porte, prête à sortir dans la fraîche nuit d'octobre et à ce qui suivrait. Je n'avais aucune idée que ce qui suivrait comprendrait un voyage aux urgences, 23 points de suture et une famille brisée au-delà de toute réparation. Mes doigts venaient de toucher le laiton froid de la poignée de porte quand j'entendis des pas rapides derrière moi. Avant que je puisse me retourner, la main de Brandon se referma sur mon épaule, me faisant pivoter pour lui faire face. Nous n'avons pas fini, grogna-t-il, son visage à quelques centimètres du mien. La douce odeur du champagne et la note plus forte du whisky se mêlaient à son souffle. Tu ne peux pas t'en aller comme si tu étais la victime ici. J'essayais de reculer mais me retrouvais pressé contre la porte. La fête était devenue silencieuse, tous les regards étaient tournés vers notre confrontation. Brandon, lâche-moi, dis-je d'un ton égal, essayant de désamorcer la situation. Nous pouvons parler demain quand tout le monde sera plus calme. Plus calme, se moqua-t-il. Tu aimerais ça, n'est-ce pas, éviter d'affronter la famille que tu trahis. Du coin de l'œil, j'ai vu l'oncle Thomas s'approcher de nous, l'inquiétude gravée sur son visage. Mais avant qu'il puisse nous atteindre, mon père apparut aux côtés de Brandon. Fils, ce n'est pas la façon, dit-il. Mais il n'y avait pas de véritable réprimande dans son ton. C'était la même correction douce qu'il avait toujours utilisée avec Brandon, quel que soit son comportement. Dis-lui, papa, exigea Brandon. Dis-lui ce qui arrive quand elle tourne le dos à cette famille. L'expression de mon père se durcit alors qu'il me regardait. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, ou peut-être n'avais jamais voulu reconnaître, pas seulement de la déception ou de la frustration, mais une véritable aversion. Ton frère a raison, Cassandra, dit-il froidement. Ce comportement égoïste a des conséquences. Si tu franchis cette porte sans résoudre ce problème, tu choisis de te retirer de cette famille. Je pris une profonde inspiration, me calmant. Si la famille signifie renoncer à tout ce pourquoi j'ai travaillé à quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit, alors je suis peut-être mieux sans elle. Un halètement collectif se répandit parmi les invités restants. Ma mère se fraya un chemin à travers la foule, son visage un masque de fureur. Comment oses-tu, siffla-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, mère, demandai-je, une réelle curiosité dans ma voix. Nommez une chose, un sacrifice que vous avez fait pour moi que vous n'avez pas fait décupler pour Brandon. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de produire un seul exemple. C'est ce que je pensais, dis-je doucement. La prise de Brandon sur mon épaule se resserra douloureusement. Tu penses que tu es tellement mieux que tout le monde avec ton travail fantaisiste et ton condo du centre-ville. Mais tu n'es rien sans cette famille. Rien. Je le regardais vraiment, et pour la première fois, je vis clairement ce qu'il n'était pas, l'enfant chéri de mes souvenirs d'enfance, mais un homme adulte rongé par le droit acquis et l'insécurité. Je suis tout ce que j'ai fait de moi-même, répondis-je. Et c'est suffisant. Je retirai doucement mais fermement sa main de mon épaule et me retournai vers la porte. C'est alors que j'entendis la voix de ma mère, aiguë de rage. Espèce d'ingrate, d'égoïste. Je me retournai à moitié, et c'est alors que cela arriva. Ma mère, l'élégante Eleanor Carter, dans sa robe et ses perles de créateur bleu marine, attrapa une bouteille de champagne sur une table voisine. D'un mouvement fluide, né d'une rage incontrôlable, elle la balança directement sur ma tête. Le temps sembla ralentir. Je vis la bouteille décrire une trajectoire dans l'air, surpris les expressions horrifiées sur les visages des invités, entendit quelqu'un, tante Patricia, peut-être, crier un avertissement, mais il était trop tard. Le verre épais rencontra ma tempe avec un craquement écœurant. La douleur explosa dans mon crâne, vive et chaude et accablante. Ma vision se brouilla instantanément, des taches noires dansant devant mes yeux. Je sentis une chaleur humide couler le long du côté de mon visage et dans mon col. Du sang. Mon sang. Quelqu'un hurla, peut-être moi, peut-être un invité. Je titubai, mes genoux fléchissants.
La dernière chose dont je me souvienne avant que l'obscurité ne me réclame fut l'expression sur le visage de ma mère. Non pas l'horreur de ce qu'elle avait fait, mais la satisfaction. Je me suis réveillé au rythme régulier des moniteurs d'hôpital et à l'odeur antiseptique des urgences. La douleur à ma tête était atroce, pulsant à chaque battement de cœur. Quand j'essayais d'ouvrir les yeux, seul le droit coopéra. Le gauche était fermé par le gonflement. « Cassandra, tu m'entends ?» Le visage inquiet de l'oncle Thomas apparut dans ma vision. « Dieu merci. N'essaie pas de bouger, ma chérie. Le médecin arrive. » Quoi? Ma voix sortit comme un râle. Ma bouche semblait remplie de coton. « Tu es à l'hôpital, expliqua-t-il doucement. Tu te souviens de ce qui s'est passé? » Des fragments de souvenirs revinrent, la fête, la dispute, la bouteille, ma propre mère m'attaquant. J'ai dû émettre un son de détresse parce que l'oncle Thomas me serra la main. « C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. » Un médecin apparut, une femme avec des yeux gentils et une attitude pragmatique. Elle vérifia mes pupilles, me demanda de suivre son doigt avec mon œil valide, me questionna sur la douleur. « Tu as une commotion cérébrale sévère et une lacération qui a nécessité 23 points de suture, expliqua-t-elle. Le scanner n'a révélé aucune fracture du crâne, ce qui est heureux, mais tu devras être surveillé de près pendant les prochaines 24 à 48 heures. » Ma mère réussit-je à dire. L'oncle Thomas et le médecin échangèrent un regard. « La police a été avertie, dit le médecin prudemment. Ce type de blessure est compatible avec une agression, pas un accident. » La réalité de la situation commença à s'installer. Ma propre mère m'avait attaqué assez violemment pour m'envoyer à l'hôpital. Mon père et mon frère étaient restés là à regarder cela se produire. Ils sont en garde à vue, dit correctement l'oncle Thomas, interprétant ma question tacite. Ta mère principalement, mais ton père et Brandon aussi. Il y avait des dizaines de témoins, Cassandra. Ils ne peuvent pas nier ce qui s'est passé. Une infirmière entra avec une seringue de ce que je supposais être des médicaments contre la douleur. Alors qu'elle l'injectait dans ma perfusion, un engourdissement chaud commença à se répandre dans mon corps, atténuant les bords tranchants de la douleur physique et du traumatisme émotionnel. Repose-toi maintenant, conseilla le médecin. Nous parlerons plus quand tu seras plus forte. Alors que le médicament m'attirait vers le sommeil, une pensée se cristallisa dans mon esprit avec une parfaite clarté. Ce n'était pas fini. Pas du tout. Il m'avait tellement pris au fil des ans, ma sécurité d'enfance, ma confiance en moi, mon sens de la famille. Mais m'attaquer physiquement devant des témoins à cause de mon refus de renoncer à ma maison. C'était quelque chose que je ne pouvais pas, ne voulais pas, laisser passer. Pour la première fois de ma vie, je les tiendrais responsables. L'obscurité me réclama de nouveau, mais cette fois, c'était différent. Pas comme un abandon, mais comme le calme avant la tempête. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Les 72 heures suivantes se sont déroulées dans une brume de médicaments contre la douleur, d'interviews policières et d'examens médicaux. Mes symptômes de commotion cérébrale étaient graves, maux de tête lancinants, sensibilité à la lumière, nausées et vertiges qui rendaient même le fait de s'asseoir dans le lit un défi. La lacération sur ma tempe a nécessité 23 points de suture et laisserait probablement une cicatrice permanente. Mais les blessures physiques, aussi douloureuses soient-elles, étaient insignifiantes par rapport à la blessure psychologique d'être agressé par ma propre mère. L'oncle Thomas est resté une présence constante, plaidant en ma faveur auprès du personnel hospitalier et me fournissant un soutien moral. Tante Patricia a apporté des vêtements propres et a géré les appels de collègues inquiets lorsque je me sentais trop dépassé pour parler. Même ma cousine Lisa a fait des quarts de travail en s'asseyant avec moi, s'assurant que je ne sois jamais seul. Le matin du 3e jour, alors qu'une infirmière vérifiait mes signes vitaux, on frappa à la porte. Une femme d'une 40aine d'années, portant un tailleur-pantalon impeccable et un air de compétence tranquille, entra, se présentant comme la détective Sandra Walsh. « Mademoiselle Carter, je m'occupe de l'enquête sur votre agression, expliqua-t-elle, tirant une chaise à côté de mon lit. Si vous vous sentez capable, j'aimerais vous poser quelques questions. » Avec l'oncle Thomas à mes côtés, j'ai tout raconté, non seulement l'agression elle-même, mais aussi les années de dynamique familiale qui y avaient conduit. La détective a pris des notes détaillées, demandant occasionnellement des éclaircissements. Donc, le différend était centré sur votre refus de donner votre copropriété à votre frère, a-t-elle confirmé. Oui, ai-je répondu. Ils m'ont tendu une embuscade à la fête avec cette demande, et quand j'ai refusé, la situation s'est envenimée. La détective Walsh a acquiescé.
Nous avons des déclarations de plusieurs témoins qui corroborent votre récit. Votre mère est actuellement accusée de voies de faits graves, et votre père et votre frère sont accusés d'être complices. La réalité des accusations criminelles portées contre ma famille aurait dû être choquante, mais tout ce que je ressentais était une certitude sourde et lancinante que cela était nécessaire. Pendant trop longtemps, leur comportement était resté impuni. Pendant trop longtemps, j'avais accepté leurs mauvais traitements comme étant normaux. Plus maintenant. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé. Le procureur déterminera les accusations finales, a-t-elle expliqué. Étant donné la gravité de vos blessures et le nombre de témoins, votre mère risque de graves conséquences. Le niveau d'implication de votre père et de votre frère déterminera leurs accusations. Après le départ de la détective, l'oncle Thomas me serra la main. Cassandra, il y a autre chose dont nous devrions discuter, une action civile. Vous voulez dire une action en justice? Il a acquiescé. Les accusations criminelles traitent de la violation de la loi, mais elles ne vous indemnisent pas pour les dépenses médicales, les pertes de salaire, la douleur et la souffrance ou la détresse émotionnelle. Pour cela, vous avez besoin d'une affaire civile. La pensée de prolonger ce cauchemar par une autre procédure judiciaire fit battre ma tête plus fort, mais j'ai reconnu la sagesse de ses conseils. Il ne s'agissait pas seulement de punition, mais de responsabilité. Connaissez-vous un bon avocat, ai-je demandé. Au moment où j'ai été libéré de l'hôpital, 5 jours après l'agression, les bases des affaires criminelles et civiles avaient été posées. Sarah Goldstein, une avocate spécialisée dans les dommages corporels, recommandée par l'un des collègues de l'oncle Thomas, avait accepté mon cas à titre conditionnel, confiante dans nos chances de succès. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, m'a-t-elle assuré lors de notre première réunion dans ma chambre d'hôpital. De multiples témoins oculaires, des documents médicaux, un rapport de police et même des images de caméras de sécurité de la maison de vos parents qui ont capturé l'incident entier. Retourner à mon condo, la propriété même qui avait déclenché cette catastrophe, était une expérience surréaliste. Tout semblait exactement comme je l'avais laissé le soir de la fête. Pourtant, tout avait changé. Je me suis déplacé prudemment dans les espaces, toujours étourdi par la commotion cérébrale, touchant des objets familiers, comme pour me rassurer de leur solidité. Les semaines qui ont suivi un rythme de rendez-vous médicaux, de réunions juridiques et de guérison progressive. Mon employeur m'a accordé un congé médical, mon équipe intervenant pour couvrir mes responsabilités pendant que je me rétablissais. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois se sont ralliés autour de moi, apportant des repas, offrant des trajets au rendez-vous, fournissant de la compagnie lorsque la solitude devenait trop lourde. 6 semaines après l'agression, j'étais assise dans une salle d'audience à regarder ma mère, mon père et mon frère entrer en tenue de ville discrète, leur confiance habituelle étant notablement absente. Ma mère avait passé 3 nuits en prison avant d'être libérée sous caution. Mon père et Brandon avaient été libérés sur parole, mais l'humiliation de l'arrestation avait clairement fait son effet. Tous les 3 ont évité tout contact visuel avec moi. Les procédures pénales ont été étonnamment rapides. Les preuves étaient accablantes, le procureur efficace. L'avocat de ma mère a tenté de dépeindre l'incident comme une erreur de jugement momentanée, un parent aimant pousser à un point de rupture inhabituel par des tensions familiales. Mais les images de sécurité racontaient une histoire différente, montrant une préméditation claire alors qu'elle attrapait la bouteille et me frappait délibérément avec force. En fin de compte, ma mère a plaidé coupable de voies de fait au 2e degré pour éviter un procès. Elle a été condamnée à 5 ans de prison avec sursis pour tous sauf 6 mois, plus 3 ans de probation. Mon père et Brandon ont tous deux plaidé coupables à des accusations moins graves d'aide et d'encouragement, recevant une probation et des travaux d'intérêt général. L'affaire civile s'est avérée encore plus importante pour eux financièrement. Sarah était implacable, déposant des amis de la famille qui avaient été témoins non seulement de l'agression, mais aussi d'années de traitement différentiel. Elle a assigné à comparaître des documents financiers, montrant comment mes parents avaient soutenu Brandon tout en me laissant me débrouiller seul. Elle a calculé les dommages-intérêts non seulement pour mes dépenses médicales et mes pertes de salaire, mais aussi pour l'impact psychologique à long terme de l'agression. Ils n'ont pas les actifs liquides pour payer ce que nous demandons, m'a informé Sarah. Après avoir examiné leurs déclarations financières, ils devront probablement hypothéquer ou vendre leur maison. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une justification creuse. Quoi qu'il en coûte. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de conséquences. Le procès civil n'a jamais atteint un jury. Confrontés à la montagne de preuves contre eux et à la perspective d'une humiliation publique supplémentaire,
mes parents ont accepté un règlement de 1,2 million de dollars, soit presque tout ce qu'ils avaient, y compris une deuxième hypothèque sur leur maison et la liquidation de la plupart de leurs comptes de retraite. La pénalité financière n'était que le début de leur perte. Mon père, autrefois un avocat respecté dans son cabinet, a été invité à démissionner lorsque les associés ont appris son rôle dans l'agression. L'entreprise de Brandon l'a licencié, ne voulant pas s'associer à quelqu'un impliqué dans un scandale aussi public. Jennifer a rompu ses fiançailles quelques semaines après l'arrestation, sa famille riche reconsidérant apparemment l'opportunité de se connecter au nom de Carter. Pendant ce temps, je reconstruisais. Les blessures physiques ont guéri plus vite que les blessures émotionnelles, mais je faisais des progrès sur les deux fronts. J'ai commencé à voir le docteur Lydia Chen, une spécialiste des traumatismes qui m'a aidé à démêler le réseau complexe de la dynamique familiale qui avait culminé dans la violence. Avec ses conseils, j'ai reconnu des schémas. J'avais normalisé le besoin constant de prouver ma valeur, l'instinct de me rétrécir pour éviter les conflits, l'espoir persistant d'une approbation qui ne viendrait jamais. Les traumatismes familiaux comme le vôtre ne se produisent pas de manière isolée, a expliqué le docteur Chen lors d'une de nos séances. C'est un système qui s'est développé au fil des ans, chaque personne jouant le rôle qui lui a été attribué. Votre courage à briser ce système est remarquable. 3 mois après l'agression, je suis retourné au travail à temps partiel, augmentant progressivement mes heures au fur et à mesure que mes symptômes diminuaient. Mes collègues m'ont accueilli avec chaleur et discrétion, respectant ma vie privée tout en offrant leur soutien. Mon patron a même suggéré une promotion quand je me suis senti prête, en reconnaissance de la façon dont j'avais géré mon équipe à distance, même pendant ma convalescence. Le résultat le plus inattendu de toute cette épreuve a peut-être été le renforcement de mes relations avec l'oncle Thomas, la tante Patricia et d'autres membres de la famille élargie qui avaient toujours vu la vérité sur le traitement de mes parents, mais s'étaient sentis impuissants à intervenir. Ils sont devenus mon nouveau cercle familial, rejoints par des amis qui avaient prouvé leur loyauté pendant mes heures les plus sombres. 6 mois après l'agression, j'ai pris une décision qui a surpris même moi. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour créer la New Beginning Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir les survivants de la violence familiale. La fondation a fourni une assistance juridique, des services de consultation et un soutien au logement à ceux qui fuyaient des situations familiales abusives. Pourquoi consacrer des ressources à aider des étrangers alors que vous pourriez utiliser cet argent pour vous-même, m'a demandé un collègue lorsque j'ai partagé mes plans. La réponse est venue facilement. Parce que briser le cycle compte plus que rentrer dans mes frais. La première collecte de fonds de la fondation a dépassé toutes les attentes, rapportant plus de 300 000 $ en une seule soirée. Debout au podium, la cicatrice sur ma tempe encore visible malgré un maquillage soigné, j'ai partagé mon histoire publiquement pour la première fois. La salle s'est tue alors que je décrivais non seulement l'agression, mais aussi les années de violence émotionnelle qui l'avaient précédée. La violence familiale ne laisse pas toujours de marques visibles, ai-je dit au public. Parfois, cela ressemble à du favoritisme, ou à retenir l'amour, ou à fixer des normes impossibles. Mais ne vous y trompez pas, c'est toujours de la violence, et cela cause toujours des dommages durables. Alors que je terminais mon discours sous des applaudissements nourris, j'ai aperçu l'oncle Thomas au premier rang, des larmes coulant sans vergogne sur son visage. À côté de lui était assise la tante Patricia, ma cousine Lisa et une douzaine d'autres partisans qui étaient devenus ma famille choisie. À ce moment-là, entouré de personnes qui me valorisaient pour exactement ce que j'étais, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais pas perdu une famille cette nuit-là à la fête, j'en avais enfin trouvé une. 1 an après que la bouteille de champagne se soit brisée contre ma tempe, je me tenais devant les baies vitrées de mon condo, le même condo qui était devenu le catalyseur improbable de l'implosion de ma famille. L'horizon de Chicago s'étendait devant moi, un témoignage étincelant de la résilience et de l'ambition humaine. Mon reflet dans le verre montrait une femme changée, les mêmes cheveux et traits foncés, mais des yeux différents, plus stables, plus sages. La fine cicatrice blanche à la naissance de mes cheveux était à peine visible maintenant, mais je savais qu'elle était là, un rappel permanent de ce à quoi j'avais survécu. La guérison physique avait été simple, suivant un calendrier médical prévisible, point de suture enlevée après 10 jours, symptômes de commotion cérébrale diminuant progressivement sur 3 mois, scanner de suivi montrant une fonction cérébrale normale. Mon corps s'était guéri avec une efficacité remarquable. La guérison psychologique avait été plus désordonnée, moins linéaire. Dans les premiers jours après l'agression, j'avais eu des cauchemars, des rêves vifs de bouteilles se brisant, de membres de la famille se transformant en monstres, tombant sans fin dans l'obscurité. Je me réveillais en haletant,
les draps emmêlés autour de moi, la sensation fantôme de verre contre l'os persistant même dans la conscience. Le docteur Chen m'avait guidé à travers ce terrain avec une expertise constante. Le traumatisme vit dans le corps, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances hebdomadaires. Votre système nerveux est toujours en état d'alerte élevé, essayant toujours de vous protéger d'une menace qui est passée. Grâce à une combinaison de thérapie par la parole, de MDR et de pratiques de pleine conscience, j'avais progressivement récupéré mon sentiment de sécurité. Les cauchemars sont devenus moins fréquents, puis ont complètement cessé. La réaction de sursaut lorsque quelqu'un levait la main près de mon visage a diminué. L'hypervigilance qui me faisait constamment rechercher le danger a commencé à s'atténuer. Vous faites le travail le plus difficile qui soit, m'a dit le docteur Chen 6 mois après le début de nos séances, reconstruire votre sens de soi après la trahison de ceux qui étaient censés vous protéger. Les conséquences juridiques pour ma famille avaient été graves et de grande envergure. Ma mère a purgé sa peine de 6 mois de prison et en est sortie une version amoindrie d'elle-même, la façade de perfection soigneusement entretenue étant définitivement craquelée. Mon père, autrefois associé dans son prestigieux cabinet d'avocat, travaillait maintenant comme consultant pour un cabinet beaucoup plus petit, sa réputation ternie au-delà de toute réparation. Brandon avait eu du mal à trouver un emploi, son nom étant lié à jamais à l'incident dans les vérifications des antécédents et les recherches Google. Ils avaient été forcés de vendre leur maison de North Shore, la propriété vitrine qui avait accueilli d'innombrables dîners et événements sociaux, et avait réduit la taille de leur logement à une copropriété modeste dans une banlieue moins prestigieuse. Le règlement financier avait anéanti la plupart de leurs économies et de leurs fonds de retraite. Les retombées sociales avaient été tout aussi dévastatrices, les anciens amis et collègues se distançant du scandale. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis la salle d'audience. Ma mère avait envoyé une lettre de prison, un étrange mélange décousu d'apitoiement sur soi et d'excuses à moitié sincères qui révélaient qu'elle ne comprenait toujours pas vraiment ce qu'elle avait mal fait. Je l'avais lu une fois, puis je l'avais classé sans y répondre. Mon père avait tenté d'appeler plusieurs fois au cours des premiers mois, mais j'avais bloqué son numéro. Brandon avait oscillé entre des SMS de colère et des SMS de supplication jusqu'à ce que je le bloque également. L'oncle Thomas m'avait tenu au courant de leur situation, non pas parce que je le demandais, mais parce qu'il pensait que je devais savoir, pas pour une réconciliation, a-t-il précisé, mais pour une clôture. Et la clôture était venue non pas par le pardon, je n'en étais pas encore là, je ne le serai peut-être jamais, mais par la construction de quelque chose de nouveau à partir de l'épave de ce qui avait été détruit. La New Beginning Foundation s'était épanouie au-delà de mes attentes. Ce qui avait commencé comme un projet personnel alimenté par ma propre expérience s'était transformé en un organisme sans but lucratif respecté, doté d'un personnel restreint mais dévoué et d'une portée sans cesse croissante. Nous avions aidé plus de 100 familles à échapper à des situations abusives au cours de notre première année seulement, en fournissant une aide financière, un soutien juridique et des services de consultation. J'avais trouvé un but inattendu dans ce travail, canalisant ma douleur dans quelque chose de constructif. La fondation était devenue non seulement un moyen d'aider les autres, mais aussi un véhicule pour ma propre guérison. Chaque personne que nous avons aidé a validé ma décision de tenir ma famille responsable. Chaque histoire de succès a renforcé le fait que les limites ne sont pas seulement autorisées, mais nécessaires à la santé et à la croissance. Ma vie professionnelle avait également évolué de manière inattendue. À mon retour à temps plein chez Innotech, j'avais en effet reçu la promotion que mon patron avait mentionnée, devenant directrice de l'exploitation avec des responsabilités accrues et une augmentation de salaire substantielle. L'expérience de l'agression et de ses conséquences avait changé mon style de leadership, me rendant plus empathique, plus à l'écoute de l'élément humain des décisions commerciales. Vous avez toujours été brillante en matière de stratégie et de chiffres, avait commenté mon PDG lors de mon évaluation de performance, mais maintenant vous vous connectez avec les gens d'une manière que vous ne faisiez pas auparavant. Cette combinaison est rare et précieuse. Le changement le plus profond s'était peut-être produit dans mes relations personnelles. Le creuset du traumatisme avait révélé qui se souciait vraiment de moi et qui n'était qu'une commodité sociale. Mon cercle s'était rétréci mais approfondi, peuplé maintenant de personnes qui avaient prouvé leur loyauté et leur véritable intérêt. L'oncle Thomas et la tante Patricia étaient devenus comme des parents de substitution, les dîners du dimanche à leur maison étant un rituel de guérison d'interaction familiale normale. Ma cousine Lisa et moi avions développé la relation étroite que nous n'avions jamais eu enfant. Et j'avais noué de nouvelles amitiés avec des collègues et des compagnons bénévoles de la fondation qui partageaient mes valeurs et mon engagement. Le plus surprenant fut David, le thérapeute en traumatologie que j'avais rencontré lors d'un événement de la fondation 6 mois après l'agression. Au début, j'étais méfiante à l'égard de toute implication romantique,
incertaine si j'étais émotionnellement prête, mais sa patience, sa compréhension des effets du traumatisme et son intérêt sincère pour qui j'étais en dehors de mes réalisations avaient progressivement usé mes défenses. La guérison ne signifie pas oublier, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. Cela signifie intégrer l'expérience dans l'histoire de votre vie sans la laisser vous définir. Maintenant, alors que je me tenais à regarder la ville que j'avais faite mienne, je sentais sa présence derrière moi avant que ses bras ne s'enroulent doucement autour de ma taille. David prenait soin de ne jamais m'approcher soudainement, comprenant que les survivants de la violence conservent souvent une réaction de sursaut longtemps après que le danger soit passé. « Une pièce pour tes pensées » murmura-t-il, son menton reposant légèrement sur mon épaule. « Je réfléchis juste » répondis-je, me penchant en arrière dans sa chaleur solide. « Cela fait exactement 1 an aujourd'hui. » Il hocha la tête, comprenant immédiatement. « Comment te sens-tu » J'ai examiné la question attentivement. Plus forte, plus claire, comme si je savais enfin qui je suis sans leur définition et leurs attentes. « Et qui est-ce » a-t-il demandé. La réponse est venue plus facilement que je ne l'aurais cru possible il y a 1 an. Quelqu'un qui sait que sa valeur n'est pas déterminée par les autres. Quelqu'un qui peut construire des limites et les maintenir. Quelqu'un qui peut transformer la douleur en objectif. Il m'a doucement tourné vers lui. J'ajouterai quelqu'un d'extraordinairement résilient, quelqu'un d'assez courageux pour faire face à la vérité même quand ça fait mal. Quelqu'un qui brise les cycles au lieu de les perpétuer. Les compliments me mettaient toujours mal à l'aise, mais j'apprenais à les accepter plutôt qu'à les rejeter, une autre petite victoire dans le travail continu de guérison. Plus tard ce soir-là, alors que nous organisions un petit rassemblement d'amis et de familles choisis dans mon condo, l'espace même que mon frère avait essayé de revendiquer, j'ai regardé autour de moi les visages des personnes qui me voyaient et me valorisaient vraiment. L'oncle Thomas levant un toast, la tante Patricia arrangeant des fleurs qu'elle avait apportées, mon assistante au travail riant avec mon voisin, 2 clientes de la fondation qui étaient devenues amies partageant des histoires de leur propre parcours de rétablissement. Voilà à quoi pouvait ressembler la famille, non pas une hiérarchie de valeurs ou une compétition pour les ressources, mais une communauté de soutien mutuel et d'attention sincère, non pas liée par l'obligation ou le sang, mais par le choix et le respect. La leçon la plus profonde de l'année écoulée s'était cristallisée, parfois, perdre ce que l'on pensait avoir besoin est la seule façon de trouver ce que l'on mérite vraiment. Mes parents et mon frère avaient été des piliers dans ma vie, mais ils n'avaient jamais été mes champions ou mon refuge sûr. Leur absence avait créé un espace pour que des liens authentiques se forment et s'épanouissent. Le condo de $680 000 qui avait été au centre de tant de conflits avait maintenant une nouvelle signification. Ce n'était plus seulement un symbole de ma réussite financière ou de mon indépendance, c'était devenu un témoignage de mes limites, de mon estime de soi, de mon refus d'être diminué. Chaque pièce contenait des souvenirs, non seulement de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné par la suite. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir avec des câlins chaleureux et des projets pour de futurs rassemblements, David m'a aidé à débarrasser les verres et les assiettes, se déplaçant confortablement dans l'espace que nous partagions de plus en plus. Tu sais, dit-il pensivement, la plupart des gens n'ont jamais l'occasion de reconstruire complètement leur compréhension de la famille. C'est douloureux, oui, mais aussi une chance incroyable de créer quelque chose d'intentionnel plutôt qu'hérité. J'ai hoché la tête, la vérité de ces mots résonnant profondément. Je n'ai jamais voulu ce voyage, mais je ne peux pas regretter où il m'a mené. Plus tard, alors que nous étions sur le balcon dans l'air frais de la nuit, les lumières de la ville créant une constellation privée autour de nous, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement, pas une fin, le travail de guérison et de croissance se poursuivrait, mais la clôture d'un chapitre important. Je n'ai pas seulement perdu une famille ce jour-là, ai-je dit doucement, plus pour moi-même que pour David. Je me suis trouvé moi-même, et à la fin, cela valait plus que n'importe quel condo ne pourrait jamais l'être. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille ou à couper les ponts avec des proches toxiques? J'aimerais connaître vos histoires et comment vous avez surmonté ces situations difficiles. Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a parlé, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus de récits réels de guérison et de résilience. N'oubliez pas que, parfois, la famille que nous créons est plus importante que celle dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle apportera de la force à tous ceux qui font face à des défis similaires.